Alors, on l'a appris tard dans la soirée, le Cyber Security Advisor Network, SCIAN, une association mondiale à but non lucratif qui est basée à Paris et qui représente les professionnels de la cybersécurité dans 22 pays, a annoncé la création d'une coalition internationale pour garantir des protections juridiques aux chercheurs en cybersécurité dont le travail permet de découvrir des failles informatiques et en particulier, on parle de failles zero day, donc qui n'avaient été jamais identifiées jusqu'ici. Ils travaillent ô combien majeur. Bonjour Jean-Christophe Le Toquin. Et donc vous dites travail qu'il faut absolument protéger. Pourquoi? Quel est le point de départ de cette coalition? Alors effectivement, on a été, nous, approchés par un chercheur de Zero Day qui est, dit-il, bien payé par son employeur pour trouver des failles. Et ensuite, ces failles sont revendues à des clients. Et ce chercheur nous disait que lui-même avait progressivement arrêté de participer au travail collaboratif en matière de recherche de failles, puisqu'avant, il avait l'habitude de partager des failles qu'il annonçait aux éditeurs pour que ces éditeurs ensuite mettent les mesures de protection et corrigent les failles. Et en fait, à force d'être, je dirais, harcelé, menacé, il a arrêté. Et en fait, il nous disait que l'ensemble de ces, je dirais, chercheurs autour de lui adoptaient la même mesure. Et donc, c'était un peu un signal d'alerte pour dire le monde de l'Internet devient fragile, puisque en fait, tous les gens, je dirais, intelligents, malins, qui savent trouver des failles de vulnérabilité, ne sont plus encouragés et même sont découragés de collaborer à la protection collective. Alors, ces failles zero day, elles sont donc très compliquées à détecter, puisqu'on ne les a jamais identifiées jusque-là. Ça requiert donc des compétences que j'imagine très pointues et donc rares. Et elles sont aussi très dangereuses, puisqu'on n'a aucune protection, aucune correction qui a été mise en place. Vous dites que ces chercheurs de failles, aujourd'hui, sont menacés dans un contexte d'insécurité. Qui les menace? Quel est le danger? Alors aujourd'hui, la menace principale pour eux, c'est quand ils vont vers l'éditeur ou vers la société qui utilise ce logiciel, on leur dit en gros de ne pas en parler. Et donc, typiquement, l'argument, c'est de dire vous n'avez pas le droit de communiquer sur nos failles, il y a une protection de la propriété intellectuelle ou autre menace de ce genre-là. Ça peut aller à je dirais, à avoir son domicile ou ses bureaux fouillés par la police. C'est arrivé en Argentine, aux États-Unis, à un certain nombre de cas. Ça peut aller à l'arrestation aussi. Alors, il n'y a pas de prison, personne n'a été emprisonné à ce stade pour ces failles, mais c'est suffisamment décourageant. Qu'on soit une entreprise, on cherche à faire du profit, on n'est pas là pour, je dirais, sauver le monde. Et si on est individuel, on est encore plus fragile. On peut faire le parallèle avec le lanceur d'alerte, finalement. Tout à fait. Alors c'est une excellente analogie. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment aux États-Unis, qu'il fallait protéger les gens courageux qui révélaient des choses, certes embêtantes pour les entreprises qui se livraient à des pratiques pas suffisamment fiables ou sûres et qu'il fallait donc les protéger. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui pour ces chercheurs de failles qui sont une communauté assez, on va dire, underground ou souterraine. Et donc, c'est des gens très techniques. Ils ne sont pas habitués à la lumière. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans la lumière. Et ils ne sont pas protégés. Donc, à la fin, on arrive à une situation, je dirais, de plus grande fragilité. Ça veut dire qu'il n'existe aucun cadre légal aujourd'hui qui définit comment ils doivent travailler, ce qu'ils ont le droit de faire pour aller chercher ces failles, aller essayer d'en détecter des nouvelles? Il n'y a pas de protection, non, à travers le monde, c'est très faible, très marginal. L'argument, je dirais, aujourd'hui, le plus utilisé, c'est par les éditeurs qui ne veulent pas, je dirais, corriger leurs failles, c'est l'argument de la protection du code source, des éléments de copie d'écran, etc. Et donc ça, c'est difficile pour un technicien qui n'est pas juriste de savoir est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce qu'il y a vraiment une protection. Et donc, quand on n'est pas très compétent sur le domaine juridique parce qu'on est un chercheur, on arrête de se prendre pour le chevalier blanc. Une des difficultés, c'est de faire la différence entre le chercheur de bonne foi, comme vous l'appelez d'ailleurs dans votre communiqué signant la création de cette coalition internationale, et le pirate, finalement. Voilà. Alors ça, évidemment, et c'est le problème clé, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour n'importe qui, pour n'importe quelle aussi autorité, agence, État, de différencier le bon hacker du mauvais. Vous pouvez être les deux à la fois. Vous pouvez faire des erreurs aussi d'appréciation à un moment de votre carrière, dans votre vie. Et donc, par rapport à ces difficultés, justement, les États avaient décidé, un peu grosso modo, de ne pas protéger ces chercheurs, puisque dans l'ensemble, comme on ne sait pas dire qui est manipulé par qui manipule qui, on va tous les considérer comme suspects et on ne va pas trop les aider. Ce qui met en danger aujourd'hui la sécurité d'Internet, clairement. Voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins, je dirais, de motivation des chercheurs de bonne foi de révéler les failles pour qu'elles soient corrigées.
Et le marché, lui, de l'achat des failles pour des raisons pas forcément très propres ou très éthiques, ce marché, lui, est objectivement en croissance, surtout en dehors de l'Europe. Et du coup, ça crée aussi une fragilité systémique pour l'Europe en particulier. Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger les législations? Là, vous créez cette coalition. Quelle est la proposition? Alors, il faut bien comprendre que dans ce domaine, les gens les plus publics sont les gens les moins influents. Donc, si moi je suis sur ce plateau-là, c'est que j'ai peu d'influence. En revanche... Vous avez quand même des signataires voilà. qui ont un certain poids. On a des signataires de poids, ça c'est la grande nouveauté. On a un diplomate de haut rang américain. On a l'ancien directeur de l'agence de cybersécurité anglaise, l'équivalent de notre Guillaume Poupard français. On a des chercheurs aussi, des gens qui militent sur des projets collaboratifs. Donc, on a des gens de haut niveau. Ces gens-là, eux-mêmes, ne sont pas les plus influents. Par contre, certainement que ce cyberdiplomate, que cet ancien directeur de l'agence anglaise, eux, ils ont accès à des gens auxquels moi je n'ai pas accès, que notre association n'a pas accès, et qui, eux, commencent à prendre conscience de la difficulté. Et donc, il n'y a certainement pas un hasard. Si aujourd'hui nous avons le soutien de ces personnalités, c'est aussi qu'une prise de conscience se développe dans les couches profondes des États. Quand on entend les éditeurs aussi, que je reçois régulièrement en plateau pour parler de cybersécurité, ils ont cette inquiétude également d'une faille 0-day, donc une nouvelle faille qui sera révélée avant même qu'ils n'aient pu la corriger. Ils disent mais ça peut aussi nous mettre en danger. Non, ça c'est tout à fait légitime comme point, hein, ils ont bien raison de le dire. Il y a des programmes, je dirais, qui sont organisés. Hein. Maintenant, il y a des programmes, je dirais, développés par la communauté, hein, comme le projet disclose.io, qui est un programme qui organise la révélation de manière responsable. Donc nous ne cherchons pas à protéger les gens irresponsables ou les gens de mauvaise foi. Nous disons qu'il faut protéger ceux qui dévoilent les failles de manière responsable, donc de manière à ne pas, je dirais, mettre en danger les éditeurs ou leurs utilisateurs. Bon, et tout ça dans un contexte où on constate une pénurie croissante de talents, et notamment avec des enjeux de cybersécurité de plus en plus importants. Donc sécuriser ces chercheurs et leurs compétences, ça semble effectivement majeur. Et c'est pour cela qu'on voulait ouvrir cette édition avec cette annonce. Merci beaucoup. Merci bien. Jean-Christophe Le Toquin, président donc, du Cyber Security Advisors Network Sion. C'est l'heure de notre talk. On va continuer en matière de sécurité. Cette fois, on va s'intéresser à la cybersécurité dans le champ industriel, autrement dit à la sûreté.